Le 9 juin 1798, les vaisseaux de l'armée d'Orient portant 10 000 marins, plus de 33 000 soldats et une pléiade de savants mouillent en face de La Valette, le principal port de l'île de Malte. En Méditerranée, Malte occupe une position stratégique et il ne faut pas qu'elle serve aux Anglais. C'est la raison qui a décidé Bonaparte à conquérir l'île. En quelques heures, c'est chose faite. Il a suffi que l'artillerie commence à canonner les forts pour que le grand maître de l'ordre jette le gant et abandonne l'île aux Français. Bonaparte débarque le 12 juin vers 13 h, fait le tour des remparts et visite les forts. Il vient de chasser à jamais de l'île les chevaliers de l'ordre de Malte qui s'y étaient installés en 1530. Nous sommes bien heureux, dira le général Caffarelli, qu'il y ait eu quelqu'un dans la place pour nous en ouvrir les portes. Dans Merchant Street, la rue principale de La Valette, le palais Parizio, où séjourna Bonaparte. C'est aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. D'ici, il organisa sa conquête. L'escadre est ravitaillée et une garnison de 3000 hommes est installée sous les ordres du général Vaubois. Dans le bureau du ministre des Affaires étrangères, une plaque rappelle que cette pièce fut la chambre de Bonaparte du 12 au 18 juin. À l'époque, les Français décidèrent de saisir l'or et l'argent des églises appartenant à l'ordre de Malte, à l'exception des objets du culte. Alors, pour soustraire à la réquisition ces grilles d'argent, elles furent peintes en noir, un camouflage dont il reste encore quelques traces. Mdina, autrefois Cita Vecchia, au centre de l'île. Le clocher de l'église des Carmélites donna le signal de l'émeute des 2 et 3 septembre 1798. À 2 pas, cette maison où le capitaine Masson, assailli par la populace révoltée, se réfugia. On le défenestra, il fut tué sur le coup. Nous sommes en face de Malte, sur l'île de Gozo, où débarqua la division Régnier. Le fort Chambray, construit en 1749, fut l'un des rares points de résistance aux troupes françaises. Sentinelle du temps qui passe, le fort est abandonné depuis longtemps et la nature a repris ses droits. Assiégé par les Anglais, le général Vaubois résista 2 ans avant de mettre bas les armes. Malte passa sous la coupe des Britanniques pour de très longues années. Le 18 juin, l'escadre française reprit la mer. Soldats, vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Les destins sont pour nous. Bonaparte ne croyait pas si bien dire. C'est vrai qu'il a fallu une chance incroyable pour échapper à la croisière anglaise. Et le 1er juillet 1798, Alexandrie est en vue. Nous marchons ici à l'endroit exact où le général Bonaparte a foulé la terre d'Égypte. C'était dans la nuit du 1er au 2 juillet 1798. Et sans attendre son artillerie ni ses chevaux, le général a décidé de marcher tout de suite sur la ville d'Alexandrie. Retranchés derrière leurs murailles, Turcs et Arabes font un feu bien nourri. Kléber, à la tête de ses hommes, monte à l'assaut des fortifications et reçoit une balle en plein front. Mais l'Alsacien a la tête solide, il en réchappera. Réfugiés dans le fort de Kate Bay, les défenseurs demandent grâce. En fin de matinée, la ville est prise. Aujourd'hui, Kate Bay est un musée. Le fort sert d'écrin aux objets récupérés dans les entrailles du vaisseau amiral Lorient, coulé à Aboukir. Aboukir, c'est à une vingtaine de kilomètres d'Alexandrie. Ici, le 1er août 1798, l'amiral Nelson surprit les Français entre 2 feux. À la tombée de la nuit, tout va mal, très mal. Et vers 22 h, l'Orient explose dans un immense fracas, tout est joué. Notre flotte est détruite aux 3/4, l'armée d'Orient est prisonnière de sa conquête. Lorsque les Français arrivent à Alexandrie, on compte à peine 10 000 habitants. Aujourd'hui, la ville rêvée par Alexandre le Grand semble macadamisée, avec les ruines pulvérisées de 1000 cités.
Bonaparte ordonna que les 40 soldats tombés lors des combats soient enterrés au pied de la célèbre colonne de Pompée, que Vivant Denon dessina. Et toute l'armée défila, au cri de « Vive la République ». À l'époque, hors de la ville, la colonne de Pompée est aujourd'hui étranglée, victime d'une urbanisation galopante. Alexandrie pacifiée, l'armée se met en marche pour affronter le désert. On a vu des soldats mourir de soif, d'inanition, de chaleur. D'autres, voyant les souffrances de leurs camarades, se brûler la cervelle. 17 jours d'enfer avant d'atteindre le Nil. Ici, près du bourg de Ramanier. Les hommes s'y précipitent, tout habillés, pour étancher leur soif. Voilà ce qu'est devenu le champ de bataille du 21 juillet 1798. Le Caire, fort de ses 15 millions d'habitants, n'arrête pas d'annexer le désert. À l'époque, le sable allait jusque sur les bords du Nil, c'est-à-dire à une douzaine de kilomètres d'ici, là où les soldats de Bonaparte se battaient. Donc ces derniers ont très bien vu Khéops, Képhren et Mykérinos, d'où le nom donné à ce combat de légende, la bataille des pyramides. L'artillerie vomit la mitraille, les soldats tirent à bout portant. La bravoure inutile des cavaliers mamelouks se brise contre un mur d'acier. Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. La phrase est célèbre, en tout cas Bonaparte exulte. La bataille des pyramides scelle le sort de l'Égypte, le pays est à lui. La citadelle du Caire, fortifiée dès le XIIe siècle, afin de protéger le pays des attaques des croisés. C'était le domaine réservé des Mamelouks. Et c'est une vraie ville haute que les Français découvrent à leur arrivée. Fin septembre 98, les habitants furent expulsés et on y installa une garnison et des canons. Des canons qui servirent un mois plus tard, lors de la révolte du Caire. Dominant la ville, ce canon d'opérette fait face à la mosquée du sultan Hassan. Les pièces françaises étaient installées au même endroit. Le mur de la mosquée porte encore les traces de nos boulets, tirés fin octobre 98 pour mater l'émeute. « 300 Français et 4000 insurgés perdirent la vie lors de ces 48 heures de violence. La répression fut jugée sévère mais équitable. Bonaparte y gagna un surnom, le sultan Kébir, en français, le sultan juste. C'est dans le quartier populaire d'Ibn Touloun que se cache la ruelle Monge. Monge fut le premier président de l'Institut d'Égypte créé par Bonaparte. L'Institut s'était donné pour mission l'étude du pays, bien sûr, mais aussi la propagation des Lumières en Égypte. Mais au mois d'août 98, les savants planchent sur des questions plus pratiques, telles que le remplacement du houblon dans la fabrication de la bière ou encore l'amélioration des fours utilisés par l'armée. Cette maison, dite d'Ibrahim El-Senari El Aswan, est le dernier vestige de l'Institut d'Égypte. À l'époque, elle servait de musée-bibliothèque, elle est aujourd'hui à l'abandon. En plein cœur du vieux Caire, le temps semble retenir son souffle.
Cette superbe demeure ottomane, le palais Moussafir Khana, se souvient peut-être de ces officiers français qui, la nuit venue, s'abandonnaient au mystère de l'Orient. Revenons un instant à la révolte du Caire d'octobre 98, avec ce tableau peint par Girodet, mais surtout avec cette mosquée. La mosquée El Azhar, dernier bastion des insurgés qui fut envahi par les troupes françaises. Construite en 971, elle offre aujourd'hui un mélange de styles reflétant diverses époques. Car ici, chaque souverain a tenu à laisser son empreinte. À 5 heures de route du Caire se trouve la porte entre l'Afrique et l'Asie, le désert du Sinaï. Un lieu d'une sauvage beauté, vierge des ravages du monde moderne. C'est là, au milieu d'un paysage lunaire de montagnes granitiques, qu'au VIe siècle, l'empereur Justinien ordonna la construction d'un monastère-forteresse. Les moines ont donné au coin de l'aile nord le nom de Napoléon, car Bonaparte en Égypte prit le monastère sous sa protection. Il succédait dans ce rôle à Mahomet, aux califes musulmans et aux sultans turcs qui tous préservèrent ce lieu du pillage. Aujourd'hui, les moines grecs orthodoxes veillent jalousement sur la plus riche collection de manuscrits au monde après celle du Vatican. Et parmi ces trésors, le document détaillant les droits et les privilèges accordés aux moines, signé de la main même de Bonaparte. Quittons le Caire pour Sédimant, à la poursuite des Mamelouks de Mourad Bey. Le général de Say les rejoint début octobre 1798, non loin du petit village de Sédimant. Et après plusieurs escarmouches, les Mamelouks finissent par accepter le combat. Voici le champ de bataille de Sédimant. Entre autres se trouvait le petit carré français, composé de 150 hommes, des chasseurs de la 21e légère commandés par le capitaine Valette. Le capitaine Valette est un brave homme, intrépide jusqu'à l'extrême. Il ordonna à ses soldats de n'ouvrir le feu qu'à 10 pas. La salve des Français fut meurtrière, bien sûr, mais pas suffisante pour arrêter la cavalerie mamelouk lancée à plein galop. Le carré fut enfoncé, les hommes furent massacrés car un cavalier mamelouk manie le sabre mieux que quiconque. Cet épisode est le seul dans toute la conquête de l'Égypte où la cavalerie orientale réussit à enfoncer un carré français. Un épisode dramatique, mais qui ne changea pas le cours de la bataille. Le grand carré français, lui, fort d'environ 3000 hommes, marcha au pas de charge sur les positions des Mamelouks et contraint Mourad Bey à s'enfuir une nouvelle fois dans le désert. La victoire de Sédimant, pour le général de Say, est importante, car non seulement elle lui donne le contrôle sur la province du Fayoum, mais en plus, elle lui ouvre les portes de la conquête de la Haute-Égypte. Dans cette expédition, les militaires ne sont pas seuls. Avec eux, des savants de l'Institut d'Égypte, dont Vivant Denon, ici à l'œuvre. « Je n'aurai point d'expression pour rendre ce que j'éprouvais », écrit-il devant Dendera en janvier 1799. Il faut dire que le remarquable état de conservation du temple suscita l'admiration de toute l'armée. Voici la façade avec ses têtes à oreilles de vache, telle qu'elle fut dessinée à l'époque. Et voilà ce qu'il en reste.
Sur la terrasse du temple d'Hathor, dominant la vallée et endroit de choix pour monter la garde, on peut encore lire, gravé dans la pierre, le nom de Louis Guibourg, carabinier à la 21e légère. الحداثة ورا لا بلاش تقدر عيد عام ولسه تعال هنا شعب. Longeant le Nil, s'enfonçant toujours plus au sud, le 26 janvier 1799, à 9 h du matin, les Français découvrirent Thèbes. Spontanément, les hommes formèrent les rangs et présentèrent les armes. Desaix écrit à Bonaparte, « Gardant le temple de Luxor, il y a 2 obélisques d'une taille et d'un fini, qui font qu'aucun de ceux de Rome ne leur est comparable. Transportés à Paris, ils y seraient bien extraordinaires. » Le vœu du général Desaix fut réalisé 35 ans plus tard. Offert par l'Égypte, l'obélisque manquante trône place de la Concorde à Paris. Cette forêt de colonnes, c'est la salle hypostyle du temple de Karnak. Vivant de nom en marge de ses dessins écrits, si les Égyptiens dans le reste de cet édifice nous paraissent des géants, dans cette dernière production, ce sont des génies. Sur la paroi latérale du temple d'Amon, on distingue encore l'inscription laissée par l'armée d'Orient à propos de la latitude et de la longitude des temples en Haute-Égypte. Pour les anciens Égyptiens, naviguer vers l'ouest, c'était gagner la terre de vie. Pour nous, c'est rejoindre la rive des morts. Sentinelles de l'éternité, les 2 colosses de même nom veillent au repos des pharaons. Un bruyant silence, c'est la vallée des rois, telle qu'elle s'est offerte au regard des Français. Les gardiens du temple de Médinet Abou semblent sortir d'un tableau orientaliste. Ce temple n'a pas échappé à la curiosité des membres de l'Institut d'Égypte. Eux aussi ont admiré les couleurs originales dont le temps n'est pas venu à bout. Poussant toujours les Mamelouks devant lui, fin janvier 1799, Desaix entre à Esneh, l'ancienne Latopolis. À l'époque, le temple est enfoui dans le sable. Les habitants le masquent de méchantes masures en ruine, écrits vivant de nom, et se livrent aux usages les plus abjects. Jouxtant le temple, ce caravansérail. Hier, bruissant de vie, aujourd'hui, déserté.
Sur la rive gauche du Nil, à plus d'une centaine de kilomètres de Thèbes, Edfou. Horus, le dieu à la tête de faucon. Son temple servit de cantonnement aux soldats de Dessay. Ils y laissèrent de nombreux graffitis, surtout sur la terrasse de ce temple, l'un des mieux conservés d'Égypte. À côté du maître tracé, la signature, le gentil, ingénieur français en 8. Guibourg, carabinier à la 21e légère. Robert, 1799. Jean-Baptiste Vérane, 1799. Cuvillier, chasseur. Vaincre ou mourir. Savelli, 1799. Les Français sont vainqueurs partout. Non loin d'Assouan, l'île de Philae est l'une des plus merveilleuses surprises qu'un voyageur puisse éprouver, vivant de nom à 1000 fois raison. Aujourd'hui, les puristes parleront de l'île d'Agilka. C'est le nom de cette petite île où l'on a transféré le temple en 1979 pour le sauver de la montée des eaux du barrage. Là aussi, les Français ont laissé leur marque. Sur cette inscription, on peut lire la longitude depuis Paris. Sous ce portique, le sculpteur Castex a gravé l'an 6 de la République, le 13 Messidor, une armée française commandée par Bonaparte est descendue à Alexandrie. L'armée ayant mis 20 jours, après les Mamelouks en fuite, aux pyramides. Dessay commandait la première division, les a poursuivis au-delà des cataractes où il est arrivé le 13 Ventose de l'an 7. Les généraux de brigade d'Aoust, Friant et Béliard, Donzelot, chef de l'état-major, Latournerie commande l'artillerie, Epler, chef de la 21e légère, le 13 Ventose en 7 de la République. Les Mamelouks repoussés derrière les cataractes, l'île de Philae marque le terme du voyage pour les hommes de Dessay. En mai 1799, toute la Haute-Égypte est pacifiée. Le 10 février 1799, Bonaparte quitte le Caire avec 13 000 hommes. Il veut empêcher les Turcs d'arriver en Égypte, car le sultan de Constantinople, aiguillonné par les Russes et les Anglais, s'est mis dans la tête de chasser les Français d'Égypte. Sur la route de Jaffa, l'armée prend d'assaut la petite ville de Ramleh. Ce clocher, qui domine le centre-ville, c'est celui de l'hospice Saint-Georges. Bonaparte y passa 2 nuits, le 1er et le 2 mars 1799. Voici la chambre qu'il occupa, sur laquelle veille jalousement aujourd'hui le père Édouard, le supérieur du couvent. Au mur, des gravures rappellent aux visiteurs le destin extraordinaire de ce jeune général en chef à la poursuite de son rêve d'Orient.
Ce couloir qui résonna de bruits de bottes et de cliquetis de sabres est maintenant le domaine des oiseaux. Aujourd'hui, Tel Aviv a grignoté la côte jusqu'aux murailles de Jaffa. Devant cette forteresse de pierre, Bonaparte envoie un parlementaire. En guise de réponse, les assiégés lui tranchent la tête et la promènent au bout d'une pique sur les remparts. La fureur s'empare alors des Français qui investissent la ville. Toute la nuit, les combats font rage. Au petit matin, le spectacle est affreux. Plus de 3000 cadavres jonchent les ruelles de Jaffa et les derniers défenseurs qui se rendent seront tous passés par les armes. Et puis la peste, la terrible peste éclate avec une virulence extrême. Témoin d'une scène d'anthologie, l'hôpital français rue Pasteur est toujours debout. Bonaparte est venu ici visiter ses soldats que la maladie abat. Desgenet, le médecin-chef de l'armée qui l'accompagne, raconte. Le général parla à tous et s'occupa de tous les détails. Il aida aussi un infirmier à soulever le cadavre hideux d'un pestiféré dont les habits en lambeaux étaient souillés. Ce célèbre tableau de Gros exprime on ne peut mieux la force de cette visite. Aujourd'hui, l'hôpital appartient à la communauté des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition qui veulent le transformer en auberge pour pèlerins. C'est une armée affaiblie par la maladie et les garnisons laissées en arrière qui arrivent devant Saint-Jean d'Acre. Bonaparte a les yeux tournés vers l'histoire, ce 19 mars 1799, lorsqu'il arrive en vue de Saint-Jean d'Acre. Il faut dire que la ville est célèbre, d'Alexandre le Grand aux croisés, on trouve même son nom dans les papyrus du pharaon Ramsès II. Alors il a en face de lui Djezar Pacha, surnommé le boucher, c'est tout dire. Il est aidé par les Anglais du commodore Sidney Smith et par un Français, Picard de Filippo, un ancien condisciple de Bonaparte, royaliste convaincu qui a juré la mort de la République. C'est d'ici, du haut de la colline Napoléon, c'est son nom actuel, environ à 2 km des murailles, que Bonaparte dirigea le siège de la ville. Pour les Français, l'affaire est plutôt mal engagée, car la croisière anglaise a réussi à capturer la plupart des bateaux français qui transportaient l'équipage de siège. Il va falloir faire 100 grosses pièces. Et puis très vite, les boulets vont commencer à manquer. Il fallait faire de la récupération de boulets et demi au risque de sa vie. Chaque boulet de 12 livres, par exemple, était payé aux soldats 15 sous. Le siège va durer, on le sait, 62 jours. On ne compte pas les actes d'héroïsme lorsqu'il fallait monter à l'assaut des fortifications. On ne compte pas non plus les actes de bravoure lorsqu'il fallait repousser les Turcs qui tentaient des sorties. Mais il faut se rendre à l'évidence, sans artillerie de siège, la ville était imprenable. Et Bonaparte, fort des nouvelles reçues d'Égypte, c'est-à-dire le débarquement imminent d'une armée turque, décida de lever le camp. Saint-Jean d'Acre, c'est une sorte de millefeuille de pierre. La cité qui s'offre au regard n'a que 2 siècles et n'est qu'un pâle reflet de son passé spectaculaire. Elle fut construite sur celle édifiée au XIIe siècle par les croisés, une ville sous la ville que les fouilles permettent aujourd'hui de découvrir. Les soldats de Bonaparte n'ont pas vu ces murailles. Tirant les leçons du siège, les Turcs les ont construites après le départ des Français. En revanche, celles-ci furent prises d'assaut. La citadelle, c'était le palais d'Ahmed le Boucher. Il abrite maintenant un musée de l'héroïsme. On peut encore voir incrustés à jamais dans ses murs les boulets tirés par les canons français. Saint-Jean d'Acre semble aujourd'hui endormi, à l'image du caravansérail El Oumdam, en français l'auberge des colonnes, que domine la fameuse tour turque. Au détour d'une ruelle, une plaque qui rappelle que le major anglais Oldfield, tué lors du siège, fut enterré avec les honneurs de la guerre par les soldats français. Mais l'armée pleura plus qu'un autre le général Caffarelli. Commandant le génie de l'armée d'Orient, blessé au bras et amputé, il mourra de la gangrène. Des tombes toutes simples d'un blanc immaculé pour ces hommes d'exception. Un petit cimetière que les constructions de l'université de Saint-Jean d'Acre étouffent de plus en plus.
Nazareth, le 8 avril 1799. 2500 cavaliers turcs fondent sur les 400 hommes du général Junot. Bien mal leur en a pris. Après 5 heures de combat, les Turcs jettent le gant, laissant 600 morts sur le champ de bataille. Les Français, eux, ont perdu 12 hommes. Les quelques blessés furent recueillis par les pères chrétiens. Si le couvent et la basilique ont depuis été reconstruits, le père Arturo conserve précieusement les registres de cette année 1799. Dans la même année, le 22 avril, François Boger, je pense que c'est de Paris, Parisien, soldat de la nation des Français. Il a avant reçu tous les sacrements de l'Église. Il est volé de cette vie, c'est-à-dire la vie éternelle, et a été enterré dans les cimetières latins. C'est très bien ça. Okay. À 10 km de Nazareth, dominant orgueilleusement la plaine, le mont Tabor. Derrière moi, le mont Tabor, qui fut le témoin de cette fameuse bataille du 16 avril 1799, l'un des plus beaux faits d'armes de toute la campagne. L'armée du pacha de Damas avançait pour fondre sur les Français devant les murailles de Saint-Jean d'Acre. Le général Kléber et sa division étaient chargés de couvrir les abords du siège et Kléber décida d'attaquer les Turcs de nuit. Oui, mais voilà, il fait déjà jour lorsqu'il débarque dans la plaine. Kléber ordonne à ses hommes, ils sont 2500, de former 2 carrés. Et toute la journée, ils résistent aux assauts furieux de 25 000 Turcs. Vers 4 heures de l'après-midi, de critique, la situation devient désespérée. Heureusement, le canon tonne au loin. C'est Bonaparte qui vole au secours de ses frères d'armes avec les 3000 hommes de la division Bon. Ils ont marché jour et nuit, en 24 heures, ils ont fait 50 km pour débarquer sur le champ de bataille. Pris entre deux feux, c'en est fini de l'armée turque, à qui cette journée aura coûté, entre les morts, les blessés et les prisonniers, près de 6000 hommes. Les Français, eux, ont perdu 300 personnes entre les tués et les blessés. La baie d'Haïfa est veillée depuis des siècles par le monastère des Carmes. Lorsque Bonaparte lève le siège de Saint-Jean d'Acre, les blessés, laissés aux bons soins des moines, seront massacrés par les Turcs. Ils reposent tous sous cette pyramide. Aux braves soldats de l'armée d'Égypte, peut-on lire au pied de cette croix, forgée en 1876 par les marins français du château Renaud. À mi-chemin entre Haïfa et Jaffa, les ruines de Césarée, ville fortifiée par Louis IX au temps des croisades. L'armée bivouaque ici le 22 mai 1799 sur le chemin du retour, le chemin du Caire. Le 14 juin 1799, une foule énorme fait un triomphe à l'armée de Syrie. Bonaparte entre en ville par la porte Bab el-Snar, surnommée aussi porte de la victoire, en marchant sur un lit de palme que l'on jette sous les pieds de sa monture. C'est ce jour-là qu'on lui donnera le mamelouk Roustan. Sur les 13 000 hommes partis en février, à peu près 8 000 sont de retour. Noyé dans un quartier populaire du sud de la ville, le cimetière latin de Terre Sainte, ultime hommage à ceux qui ne revirent jamais la France.
Début juillet 99, la flotte anglo-turque jette l'ancre dans la rade d'Aboukir. Bonaparte n'a pas de temps à perdre. Le fort d'Aboukir est aujourd'hui zone interdite. Il est au centre d'une base militaire égyptienne, mais le temps n'a pas effacé les cicatrices des combats. Nous sommes ici au cœur du fort d'Aboukir qui fut le témoin de deux grandes batailles. L'une maritime, nous avons parlé, la seconde terrestre qui se déroula le 25 juillet 1799. Quelques jours auparavant, Mustapha Pacha avait débarqué sur la côte égyptienne à la tête de 12 000 Turcs bien décidés à surprendre Bonaparte. Mais ce dernier, informé, se dépêcha d'accourir sur les lieux avec 8 000 de ses soldats. Le combat s'est donc engagé le 25. Les Français ont franchi les 2 redoutes qui les séparaient de ce fort. Les Turcs ont été bousculés. Et sur les 10 000 qui défendaient les abords de ce fort, simplement 200 survécurent. C'est lors de cette bataille que le général Murat fut blessé. Mustapha Pacha en personne lui tira une balle de pistolet qui lui traversa les 2 joues. Eh bien, Murat répliqua d'un violent coup de sabre qui trancha 2 doigts de Mustapha Pacha, qui bien sûr fut fait prisonnier. La bataille d'Alexandrie fut la dernière victoire de Bonaparte en Égypte. Les nouvelles d'Europe m'ont décidé à partir pour la France, écrit-il à ses hommes. Je laisse le commandement de l'armée au général Kléber. Il me coûte de quitter les soldats auxquels je suis le plus attaché. L'armée aura bientôt de mes nouvelles. Et le 23 août, à bord de la Muiron, il regarde s'éloigner les côtes égyptiennes. L'armée d'Orient, elle, ne reverra la France qu'à l'automne 1801, ayant dû abandonner l'Égypte aux Anglais. Cette plaque, dans les murs du fort Julien, rappelle que l'on fit ici une découverte capitale. C'est au cours de travaux de fortification du fort que le capitaine du génie Bouchard, un jeune polytechnicien de 27 ans, exhuma la fameuse pierre de Rosette. L'importance de cette trouvaille n'échappe pas aux officiers. Cette pierre, écrivent-ils dans leur compte-rendu à l'Institut d'Égypte, cette pierre offre un grand intérêt pour l'étude des caractères hiéroglyphiques. Peut-être en donnera-t-elle la clé. Remarquable prophétie puisqu'en 1822, grâce à la pierre de Rosette, Champollion découvrait la clé des hiéroglyphes perdus depuis 15 siècles. Une autre aventure commençait.